Février 1979, frontière sino-vietnamienne. La nuit est tombée sur les montagnes du Yunnan. Dans l'obscurité épaisse, le jeune Hoang Ganzong court à perdre haleine, le souffle court, le cœur battant contre ses côtes. Derrière lui, les explosions déchirent le silence. Des cris en chinois, des ordres hurlés en vietnamien. Le chaos de la guerre dans toute sa brutalité. Il a 10 à 8 ans. Il ne sait pas encore que cette nuit va sceller son destin pour les 13 prochaines années. Ils appelaient cela une contre-attaque défensive. Mais ce que Hoang Ganzong allait vivre était bien pire qu'un simple conflit militaire. Si ces récits oubliés vous fascinent, abonnez-vous à Historicus pour découvrir d'autres chapitres effacés de l'histoire. Revenons maintenant à notre récit. Les frères devenus ennemis. L'année 1979 marque un tournant dramatique dans les relations entre deux nations qui se disaient autrefois frères et camarades. La Chine et le Vietnam, unis pendant des décennies dans leur lutte contre les puissances coloniales, se retrouvent face à face sur un champ de bataille sanglant. Les racines du conflit plongent profondément dans l'histoire récente. Pendant la guerre du Vietnam contre les États-Unis, la Chine avait été le soutien indéfectible de Hanoï. Plus de 320 000 volontaires chinois avaient traversé la frontière pour aider leurs camarades vietnamiens. La Chine avait fourni plus de 20 milliards de yuans en aide militaire. Des milliers de soldats chinois étaient morts sur le sol vietnamien pour la cause de l'indépendance vietnamienne. Mais en 1975, après la réunification du Vietnam, tout change. Le Vietnam, désormais unifié et doté de l'une des plus grandes armées du monde, commence à nourrir ses propres ambitions régionales. Le rapprochement entre Hanoï et Moscou inquiète profondément Pékin. En novembre 1978, le Vietnam et l'Union soviétique signent un traité d'amitié et de coopération. Pour la Chine, c'est une trahison impardonnable. Le 25 décembre 1978, le Vietnam envahit le Cambodge et renverse le régime des Khmers rouges, alliés de Pékin. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Deng Xiaoping, alors leader suprême de la Chine, décide qu'il faut donner une leçon au Vietnam. Les archives révèlent ces mots exacts lors d'une réunion du Politburo. Nous devons montrer à Hanoï qu'il y a un prix à payer pour défier la Chine. À la frontière, les tensions sont déjà explosives. Le Vietnam expulse massivement sa population d'origine chinoise. Entre 150 000 et 250 000 personnes fuient vers la Chine par voie terrestre. Des dizaines de milliers d'autres tentent de s'échapper par la mer, devenant les tristement célèbres Boat People. On estime que 30 000 à 40 000 d'entre eux périssent en mer. Le jeune homme du Yunnan, Hoang Ganzong, est né en 1960 et dans un petit village de la province du Yunnan, à quelques kilomètres de la frontière vietnamienne. C'est une région montagneuse, rude, où les traditions ancestrales se mêlent aux échos lointains des conflits qui secouent l'Asie du Sud-Est. Dès l'enfance, Hoang se distingue, non pas par des prouesses académiques ou militaires, mais par quelque chose de plus rare. Des traits harmonieux, un visage d'une symétrie presque parfaite, des yeux vifs et intelligents. Les villageois murmurent sur son passage. Les artistes itinérants qui traversent le Yunnan le remarquent et lui proposent de poser pour leur peinture, le récompensant généreusement. À mesure qu'il grandit, cette beauté ne fait que s'accentuer. Les jeunes femmes du village, puis des villages voisins, se présentent chez ses parents avec des propositions de mariage. Certaines sont si jeunes qu'elles peuvent à peine formuler leurs demandes. Hoang, embarrassé par cette attention constante, demeure modeste. Il aide ses parents au champ, rêve d'une vie simple et paisible. Mais en 1979, la guerre ne lui laisse pas le choix. Le 17 février, à l'aube, 220 000 soldats chinois
franchissent la frontière vietnamienne sur plus de 1200 km. C'est l'une des plus grandes offensives militaires depuis la guerre de Corée. 9 corps d'armée de l'armée populaire de libération déferlent sur les provinces du nord du Vietnam, Lang Son, Cao Bang, Lao Cai. La Chine mobilise massivement, mais elle manque cruellement de soldats expérimentés. La plupart des troupes engagées n'ont jamais vu le combat. Un mois d'entraînement, c'est tout ce qu'on leur accorde. Les jeunes recrues sont envoyés en première ligne ou, comme Huang, affectés au service de soutien logistique. Huang Ganzong répond à l'appel de la nation avec l'enthousiasme de la jeunesse. Il ne sait rien de la guerre. Pour lui, c'est encore un concept abstrait, quelque chose dont parlent les anciens autour du feu. Il s'engage volontairement, affecté au transport de matériel, à la réparation d'équipements militaires, à l'évacuation des blessés. Des missions moins dangereuses que le front, pense-t-on. Mais la réalité sera tout autre. La nuit du massacre. Les archives militaires vietnamiennes et chinoises racontent une guerre d'une brutalité inouïe. Contrairement aux attentes chinoises, les forces vietnamiennes, aguerries par 3 décennies de conflits contre les Français puis les Américains, résistent férocement. Les soldats vietnamiens connaissent chaque colline, chaque forêt, chaque sentier de montagne. Ils utilisent des tactiques de guérilla dévastatrices. Les unités de soutien logistique chinoises deviennent des cibles privilégiées. Ces jeunes hommes inexpérimentés, chargés d'acheminer vivres, munitions et carburant vers le front, sont vulnérables. Les commandos vietnamiens les traquent méthodiquement. Parmi ces commandos, les femmes. Oui, des femmes. Le Vietnam a mobilisé toute sa population, hommes et femmes, pour défendre le territoire. Certaines de ces femmes soldats sont redoutables. Elles attaquent de nuit, surgissant de la jungle comme des spectres. Elles ne font pas de prisonniers. Les archives parlent de férocité sans égale, de camps logistiques entiers anéantis, de survivants traqués et éliminés. La nuit du 23 février 1979, le camp de soutien logistique où Huang Ganzong est stationné est attaqué. L'obscurité est totale. Soudain, des explosions, des cris, le chaos. Huang ne comprend pas ce qui se passe. Ses camarades courent dans tous les sens, tentant de s'échapper. Mais les attaquants connaissent le terrain. Ils ont encerclé le camp. Huang court lui aussi. Il ne sait même pas dans quelle direction. Il trébuche sur des racines, se cogne contre des arbres invisibles dans la nuit. Derrière lui, les tirs continuent. Il entend les cris de ses camarades qui tombent. Il court encore, le souffle brûlant dans ses poumons. Puis, le choc. Quelque chose le frappe violemment à la tête. Le monde bascule. L'obscurité devient totale. Les 2 déserteurs. Quand Huang reprend conscience, il met du temps à comprendre où il est. Ses mains sont liées dans son dos avec des cordes de chanvre qui mordent sa peau, ses pieds aussi. Il est couché sur un sol de terre humide. Sa tête lui fait atrocement mal. Au-dessus de lui, 2 silhouettes se découpent dans la lumière grise du petit matin. Des fusils pointés vers lui. Il met quelques secondes à réaliser. Ce sont des femmes vietnamiennes en tenue militaire. La plus grande des 2, celle qui semble être l'aînée, parle en chinois. Un chinois hésitant, avec un fort accent, mais compréhensible. Nous ne te tuerons pas si tu nous obéis. Huang, encore sonné, ne comprend pas. Pourquoi l'ont-elles épargné? Tous ses camarades sont morts. Il les a entendus tomber. Pourquoi lui? La seconde femme, plus jeune, au visage encore marqué par l'adolescence, ajoute quelques mots. Huang commence alors à saisir l'ampleur de ce qui lui arrive. Ces 2 femmes ne sont pas des soldates ordinaires. Elles ont déserté. Leurs noms, Lê Thi Binh et Nguyen Thi An. 2 paysannes simples originaires d'un village près de la frontière. Elles n'ont jamais voulu être soldates. Le gouvernement vietnamien les a mobilisées de force, comme des milliers d'autres femmes,
pour compenser les pertes humaines catastrophiques subies pendant les décennies de guerre. Elles avaient 10 à 8 ans quand on les a arrachées à leur famille. Cela fait maintenant 8 ans qu'elles se battent. 8 années de boue, de sang, de peur. 8 années à voir mourir des camarades, à tuer des ennemis. Elles en ont assez. Elles veulent juste vivre. Vivre en paix, loin de la guerre, loin des ordres, loin de la mort. Mais déserter au Vietnam en temps de guerre, c'est signer son arrêt de mort. Impossible de rentrer au village. Les autorités les traqueraient, les exécuteraient comme exemple pour les autres. Alors elles ont fait un plan désespéré. Fuir dans la jungle profonde, construire une cabane, vivre en autarcie. Mais 2 femmes seules dans la forêt, c'est une sentence de mort lente. Elles ont besoin d'un homme, de quelqu'un de fort, capable de les aider à survivre, à construire, à chasser. Et ce quelqu'un, c'est Wang Ganzong. La marche verse l'inconnu. Pendant plusieurs jours, il marche. Wang, les mains liées, guidé par les 2 femmes qui connaissent chaque sentier invisible de la jungle. Il tente de s'échapper 2 fois. La première fois, il profite d'un moment d'inattention pour courir. Mais au bout de quelques centaines de mètres, il se rend compte qu'il est complètement perdu. Les arbres se ressemblent tous. Pas de soleil pour s'orienter. Elle le retrouve en moins d'1 heure. La deuxième fois, il prétend avoir un besoin urgent. On lui détache les mains. Il s'éloigne, puis se met à courir. Cette fois, il tombe sur quelque chose dans les hautes herbes. Une douleur fulgurante traverse sa jambe. Un serpent vient de le mordre. La douleur est si intense qu'il perd presque connaissance. Ce sont elles qui le sauvent. Les Thi Binh connaît les plantes médicinales. Elle applique immédiatement des cataplasmes, incise légèrement la morsure pour faire sortir le venin, force Wang à boire une décoction amère. Pendant 3 jours, il délire de fièvre. C'est Nguyen Thi Anh qui le veille, changeant les compresses humides sur son front brûlant, lui faisant boire de l'eau. Quand la fièvre tombe enfin, quelque chose a changé en Wang. Il comprend que sans elle, il serait mort. Que dans cette jungle hostile, elles sont sa seule chance de survie. Il arrête de résister. Ils arrivent enfin à destination, une clairière minuscule, cachée au cœur de la forêt. Les 2 femmes ont déjà commencé à construire une cabane sommaire, faite de bambou et de feuilles de palmier. C'est rudimentaire, mais c'est un abri. Il y a une source d'eau potable à proximité, des arbres fruitiers sauvages, du gibier. Wang regarde autour de lui et réalise, c'est ici qu'il va vivre. Pour combien de temps? Il ne le sait pas encore. 13 années dans la forêt. Les premiers mois sont les plus difficiles. Wang ne cesse de penser à s'échapper. La nuit, allongé sur le sol de terre battu de la cabane, il écoute les bruits de la jungle et imagine des plans. Suivre un cours d'eau jusqu'à un village, repérer la position du soleil pour marcher vers le nord, attendre que les 2 femmes baissent leur garde. Mais la réalité est implacable. Il ne connaît pas la région. Même si elle ne surveillait pas constamment, où irait-il? Des semaines de marche le séparent de la frontière chinoise, à travers une jungle infestée de serpents, de sangliers sauvages, de tigres. Et puis, il y a la guerre qui continue à faire rage quelque part là-bas. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois. Une routine s'installe. Le matin, Wang travaille à améliorer la cabane, à agrandir le potager qu'elles ont commencé. Il apprend à poser des pièges pour le gibier, à pêcher dans la rivière proche. Les Thi Binh lui enseignent quelles plantes sont comestibles, lesquelles sont médicinales, lesquelles sont mortellement toxiques. Nguyen Thi Anh, la plus jeune, commence à s'attacher à lui. Elle lui parle le soir, tentant de communiquer malgré la barrière de la langue. Elle lui apprend des mots vietnamiens. Il lui enseigne quelques caractères chinois. La vraie raison de sa présence ici, Wang la comprend pleinement quand les Thi Binh, un soir, s'approche de lui avec une intention claire. Il résiste d'abord,
Il pense à sa famille, à son village, à la vie qu'il a laissée derrière. Mais ici, il n'y a pas de loi, pas de règles sociales, seulement la survie. Et ces deux femmes ont le pouvoir de vie et de mort sur lui. Les mois passent. Huang s'habitue à cette vie étrange, hors du temps. Il apprend à chasser, à pêcher, à réparer les outils rudimentaires qu'il fabrique. Il devient plus fort physiquement. Ses muscles se développent avec le travail quotidien. Et puis, un jour, Letty Bin lui annonce qu'elle est enceinte. La naissance d'une famille impossible. La nouvelle frappe Huang comme un coup de tonnerre. Un enfant, ici, dans cette jungle, à des kilomètres de toute civilisation. Pas de médecin, pas de sage-femme, rien. Juste 3. Les mois de grossesse de Letty Bin sont angoissants. Huang craint qu'elle ne meure en couche, que l'enfant ne survive pas. Mais Letty Bin est robuste, habituée aux épreuves. Elle continue à travailler presque jusqu'au terme, chassant, cueillant, préparant les repas. Quand le moment arrive, c'est Nguyen Thi An qui l'aide à accoucher. Huang attend dehors, marchant nerveusement devant la cabane. Il entend les cris de douleur, il se sent impuissant, inutile. Puis, soudain, un autre cri, celui d'un nouveau-né. C'est un garçon, tout petit, rouge, braillant, mais vivant, et parfaitement formé. Letty Bin, épuisée mais souriante, le prend dans ses bras. Elle regarde Huang, et pour la première fois depuis des mois, elle sourit vraiment. Quelque chose change ce jour-là dans leur étrange communauté. Ce n'est plus seulement une situation de survie forcée. C'est une famille bizarre, improbable, née dans des circonstances extraordinaires, mais une famille quand même. Huang, qui résistait encore mentalement, qui rêvait chaque nuit de s'échapper, se retrouve piégé par quelque chose de plus puissant que des cordes ou des menaces. L'amour paternel. Cet enfant est son fils. Il ne peut pas l'abandonner. Les années suivantes voient naître d'autres enfants. Nguyen Thi An tombe enceinte à son tour, puis Letty Bin une deuxième fois. La cabane s'agrandit. Ils construisent des annexes, un espace de stockage, un fumoir pour la viande. Leur petit campement devient presque un village miniature. Les enfants grandissent dans cette jungle. Ils ne connaissent rien d'autre. Pour eux, c'est normal de vivre ainsi. Ils apprennent à grimper aux arbres avant de savoir bien marcher. Ils parlent un mélange étrange de chinois et de vietnamien. Ils ne savent pas qu'il existe des villes, des voitures, des écoles. Huang lui-même s'adapte. Il n'oublie pas sa famille, son village natal, la Chine. Mais ses souvenirs deviennent progressivement flous, comme des rêves lointains. La réalité, c'est ici. Cette clairière. Ces femmes. Ces enfants. Certains jours, il est presque heureux. D'autres jours, l'angoisse le saisit. Combien de temps va durer cette vie? Jusqu'à quand? Que deviendront ces enfants, élevés comme des sauvages? Et sa famille en Chine, que croit-il qu'il lui est arrivé? Les années perdues. De 1979 à 1992, 13 années s'écoulent. 13 années pendant lesquelles le monde continue à tourner, loin de leur clairière isolée. En Chine, la guerre contre le Vietnam se termine officiellement en mars 1979. Les troupes chinoises se retirent, déclarant la mission punitive accomplie. Mais en réalité, c'est un échec cuisant. L'armée chinoise a subi des pertes bien plus importantes que prévues. Entre 26 000 et 30 000 soldats chinois sont morts, contre 20 000 Vietnamiens selon les estimations les plus fiables. Les performances médiocres de l'armée populaire de libération forcent Deng Xiaoping à lancer des réformes militaires majeures. La frontière reste tendue. Des escarmouches éclatent régulièrement tout au long des années 1980. En 1984, des combats particulièrement violents font rage dans les provinces de Lang Son et Cao Bang.
En 1987, la Chine tire des dizaines de milliers d'obus d'artillerie sur des positions vietnamiennes. Les deux pays maintiennent des centaines de milliers de soldats le long de la frontière. Ce n'est qu'en 1989, après le retrait du Vietnam du Cambodge et l'effondrement progressif de l'Union soviétique, que les relations commencent vraiment à se normaliser. En 1991, la Chine et le Vietnam proclament officiellement la normalisation de leurs liens diplomatiques. Pendant toutes ces années, Huang Ganzhong est porté disparu. Ses parents, détruits par le chagrin, le pleurent comme mort. Dans son village du Yunnan, on érige une petite stèle en son honneur. On se souvient de lui comme d'un jeune homme beau et courageux, mort pour la patrie à 10 à 8 ans. Mais Huang est bien vivant. Quelque part dans les montagnes du nord du Vietnam, dans une clairière que personne ne connaît, il élève ses enfants avec 2 femmes vietnamiennes. Le Thi Binh vieillit. Ses cheveux commencent à grisonner. Les épreuves de la vie dans la jungle marquent son visage de rides profondes. Mais elle demeure forte, résiliente. Elle gère le campement avec une efficacité militaire, vestige de ses années de soldate. Nguyen Thi An, toujours plus douce, s'occupe principalement des enfants. Elle leur raconte des histoires vietnamiennes traditionnelles, leur enseigne les chansons de son village natal. Parfois, elle pleure en silence, pensant à sa propre famille qu'elle n'a pas revue depuis plus d'une décennie. Huang, lui, se mure dans une sorte de stoïcisme. Il travaille sans relâche, agrandit le potager, améliore les structures. C'est sa façon de ne pas devenir fou. Tant qu'il y a du travail à faire, il n'a pas le temps de penser. La découverte. 1992. 13 ans se sont écoulés depuis cette nuit terrible de février 1979. Huang a maintenant 31 ans. Ses enfants ont entre 8 et 10 ans. Un jour, alors qu'il explore une zone de la forêt un peu plus éloignée que d'habitude, cherchant de nouveaux terrains de chasse, Huang tombe sur quelque chose d'inhabituel. Une bouteille en verre, moderne, avec une étiquette en caractère chinois. Il la ramasse, incrédule. Ses mains tremblent. Des caractères chinois. Ici, au milieu de nulle part. Cela ne peut signifier qu'une chose. La frontière n'est pas si loin. Et si des produits chinois arrivent jusqu'ici, c'est que la guerre est terminée. Les échanges commerciaux ont repris. Huang cache la bouteille. Il ne dit rien aux 2 femmes. Mais à partir de ce jour, il commence à observer attentivement, à écouter, à chercher des indices. Lors de ses sorties de chasse, il s'éloigne de plus en plus. Il commence à reconnaître certains signes, des sentiers qui semblent plus fréquentés, des traces de passage humain, des arbres marqués. Il aperçoit même, au loin, de la fumée montant d'un village. Son cœur se met à battre plus vite. La civilisation est proche. Tout ce temps, il n'était qu'à quelques jours de marche d'une zone habitée. Le conflit intérieur qui le ronge devient insupportable. D'un côté, il y a ses enfants, les 2 femmes, qui dépendent de lui. D'un autre, il y a sa famille en Chine, ses parents qu'il imagine vieux maintenant, peut être même mort, son village, sa vie d'avant. Pendant des semaines, il hésite. Il se lève la nuit, regarde ses fils et sa fille dormir. Comment peut-il les abandonner? Mais comment peut-il rester ici alors que la liberté est si proche? La fuite. Une nuit de mars 1992, Huang prend sa décision. C'est maintenant ou jamais. Le Thi Binh et Nguyen Thi An dorment profondément, épuisés par une longue journée de travail. Les enfants aussi. Huang rassemble quelques provisions, de la viande séchée, des fruits, une gourde d'eau. Il regarde une dernière fois la cabane qu'il a construite de ses mains. Ses enfants endormis. Il sent une douleur atroce lui déchirer la poitrine. Mais il part quand même, en silence comme un voleur dans la nuit. Il marche pendant 3 jours, suivant les sentiers qu'il a repérés,
orientant sa marche grâce au soleil et aux étoiles. Il dort peu, craignant d'être rattrapé. Il sait que Leti Bin et Nguyen Thi Anh vont le chercher. Elles connaissent la forêt mieux que lui. Le 4e jour, il débouche sur un chemin de terre plus large. Il le suit. Au détour d'un virage, il aperçoit des maisons. Un village. Ses jambes tremblent. Il a du mal à réaliser. Des maisons, des gens, la civilisation. Il entre dans le village, sale, barbu, vêtu de haillons. Les villageois le regardent avec méfiance. Qui est cet homme? Un vagabond? Un fou? Hoang demande en chinois « Où est la frontière ?» Les villagers ne comprennent pas. C'est un village vietnamien, mais l'un d'eux parle un peu de chinois. Il indique une direction, 2 jours de marche vers le nord. Hoang remercie et repart. 2 jours. Seulement 2 jours. Le retour du disparu. Quand Hoang Ganzong franchit la frontière chinoise en avril 1992, les gardes-frontières ne savent pas comment réagir. Cet homme qui affirme être un soldat porté disparu en 1979, impossible. Cela fait 13 ans. Mais Hoang connaît son numéro matricule. Il donne le nom de son unité, de ses supérieurs. Lentement, l'incrédulité cède la place à la stupéfaction. C'est vraiment lui, Hoang Ganzong, le beau jeune homme du Yunnan qu'on croyait mort depuis 13 ans. On le conduit à l'ambassade chinoise, puis à un centre de rapatriement. Il subit des interrogatoires, des examens médicaux. On veut savoir où il était, ce qui lui est arrivé. Hoang raconte tout, la capture, les 2 femmes vietnamiennes, les 13 années dans la jungle, ses enfants. Les autorités ne savent pas comment traiter ce cas extraordinaire. C'est techniquement une désertion. Mais peut-on parler de désertion quand on a été capturé? Et puis, après 13 ans, quelle importance? On le laisse rentrer chez lui, à son village du Yunnan, le village où on le croyait mort. Son arrivée fait l'effet d'une bombe. Ses parents, maintenant dans la 60aine, ne peuvent pas croire leurs yeux quand ils le voient à leur porte. Sa mère s'évanouit. Son père pleure pour la première fois depuis des décennies. Le village entier vient le voir, le héros revenu d'entre les morts. Les voisins veulent tout savoir. Les autorités locales organisent une réception en son honneur. Mais Hoang se sent étrangement détaché de tout cela. Il sourit, répond poliment aux questions, accepte les embrassades. Mais son esprit est ailleurs, dans une clairière, quelque part dans les montagnes du Vietnam, avec 3 enfants qu'il ne reverra jamais, avec 2 femmes qui ont sauvé sa vie et qu'il a abandonnées. Les regrets. Les semaines passent. Hoang essaie de reprendre une vie normale. Le gouvernement local lui trouve un travail. On lui propose même de se marier. Plusieurs familles présentent leurs filles aux héros revenus de la guerre. Mais Hoang décline. Il ne veut pas se remarier. Comment le pourrait-il? Il a déjà 2 épouses et 3 enfants. La nuit, il ne dort presque pas. Il voit leur visage. Leti Bin, forte et courageuse. Nguyen Thi Anh, douce et patiente. Ses fils, sa fille. Que sont-ils devenus? Ont-ils compris pourquoi il est parti? Le détestent-ils? Il essaie de reprendre contact. Il se rend aux autorités frontalières, demande si on peut les localiser. Mais comment? Il ne connaît même pas les coordonnées exactes de la clairière. C'était quelque part dans les montagnes. Voilà tout. Et puis, même si on les trouvait, que se passerait-il? Ce sont des déserteurs de l'armée vietnamienne. Si les autorités vietnamiennes les découvrent, elles risquent l'exécution. Hoang décide finalement de s'installer près de la frontière. Il ouvre un petit commerce, une boutique qui vend des produits chinois aux Vietnamiens qui franchissent la frontière et vice-versa. C'est sa façon de rester proche d'elles, même si elles ne savent pas qu'il est là.
Il ne se remarie jamais. Quand on lui demande pourquoi, il répond simplement « J'ai déjà une famille ». Les années 1990 voient la normalisation complète des relations sino-vietnamiennes. Les échanges commerciaux reprennent. Des milliers de Vietnamiens franchissent la frontière pour commercer, pour rendre visite à leurs proches. Hoang scrute chaque visage, espérant reconnaître les traits de ses enfants dans les jeunes gens qui passent devant sa boutique. Un jour de 1995, une femme vietnamienne entre dans sa boutique. Elle a une quarantaine d'années. Hoang lève les yeux et son cœur s'arrête. C'est elle, Nguyen Thi An, plus âgée, marquée par les épreuves, mais c'est elle. Leurs regards se croisent. Elle le reconnaît aussi. Pendant un long moment, il reste là, figé, incapable de parler. Puis elle détourne les yeux et sort de la boutique en courant. Hoang sort à sa suite, mais elle a déjà disparu dans la foule. Il ne la reverra plus jamais. Cette rencontre fugace le hante pendant des années. Pourquoi est-elle partie en courant? Que ressent-elle? De la colère, de la peine, du soulagement de le voir vivant. Il ne saura jamais. L'histoire cachée. L'histoire de Hoang Ganzong demeure largement inconnue pendant des années. Il en parle peu. C'est trop douloureux, trop compliqué. Comment expliquer 13 années de sa vie qui semblent sortir d'un roman? Ce n'est qu'à la fin des années 1990 qu'un journaliste local, fasciné par cette histoire extraordinaire, convainc Hoang de la raconter. Un article paraît dans un journal régional du Yunnan, puis l'histoire est reprise par quelques médias nationaux. Les réactions sont mitigées. Certains considèrent Hoang comme un héros, un survivant exemplaire. D'autres le jugent comme un déserteur qui a collaboré avec l'ennemi. Les plus conservateurs lui reprochent d'avoir eu des enfants avec des Vietnamiennes. Mais Hoang ne se soucie plus beaucoup de l'opinion publique. Il est maintenant un vieil homme. La mémoire commence à lui faire défaut. Mais il se souvient de chaque détail de ces 13 années. Les visages de ses enfants. Le rire de Nguyen Thi An. La force tranquille de Le Thi Binh. En 2008, lors du 30e anniversaire du conflit sino-vietnamien, un documentariste vietnamien entend parler de l'histoire de Hoang. Il décide de mener sa propre enquête. Avec l'aide d'anciens combattants vietnamiens, il tente de localiser les deux femmes. Il découvre quelque chose d'extraordinaire. Le Thi Binh et Nguyen Thi An sont toujours vivantes. Elles vivent dans un village de montagne au nord du Vietnam, non loin de la frontière chinoise. Elles sont sorties de la jungle au début des années 2000, après la mort accidentelle du plus jeune enfant. Sans Hoang pour subvenir aux besoins, elles ne pouvaient plus survivre seules dans la forêt. Elles se sont rendues aux autorités, s'attendant à être exécutées pour désertion. Mais tant d'années s'étaient écoulées que personne ne se souciait plus de deux vieilles déserteurs. On les a laissées tranquilles. Leurs enfants, les enfants de Hoang, ont maintenant une vingtaine d'années. Ils ont été scolarisés, ont appris à vivre en société. 2 d'entre eux ont terminé l'université. Ils vivent une vie normale au Vietnam, même s'ils connaissent les circonstances étranges de leur naissance. Le documentariste demande s'ils veulent contacter leur père en Chine. Les enfants hésitent. Ils ont grandi avec le récit de cet homme qui les a abandonnés. Que lui dirait-il aujourd'hui? Finalement, il décline. Le passé doit rester le passé. Quand Hoang apprend cette nouvelle, que ses enfants sont vivants, qu'ils vont bien, mais qu'ils ne veulent pas le rencontrer, il s'effondre. Il pleure pendant des jours. Sa femme, oui, il s'est finalement remarié en 2005, pressé par sa famille, ne sait pas comment le consoler. « J'ai tout perdu », répète-t-il. « J'ai perdu 13 ans de ma vie. J'ai perdu mes enfants. Et pourquoi ?» Les cicatrices de la guerre. L'histoire de Hoang Ganzong est plus qu'une simple anecdote extraordinaire.
C'est un témoignage des cicatrices profondes qu'a laissé la guerre sino-vietnamienne de 1979. Ce conflit, souvent oublié en Occident, a causé des dégâts immenses. Les estimations les plus conservatrices parlent de 50 000 morts des deux côtés. Mais le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé. Des milliers de soldats, comme Huang, ont été portés disparus. Certains sont morts sans sépulture dans les montagnes. D'autres ont été faits prisonniers et ne sont jamais rentrés. Les relations entre les deux pays sont restées tendues pendant une décennie. Ce n'est qu'en 1991, après l'effondrement de l'Union soviétique et le retrait vietnamien du Cambodge, que la normalisation a vraiment pu commencer. Aujourd'hui, la Chine et le Vietnam entretiennent des relations commerciales importantes. Les différends territoriaux en mer de Chine méridionale créent toujours des tensions, mais les deux pays ont appris à coexister. Pourtant, les cicatrices demeurent. Dans les villages du Yunnan et des provinces du nord du Vietnam, les anciens combattants se souviennent. Les mères pleurent encore des fils qui ne sont jamais rentrés. Les vétérans, des deux côtés, vivent avec des traumatismes que personne ne comprend vraiment. Huang Ganzong fait partie de ces blessés invisibles de la guerre. Physiquement, il est en bonne santé. Mais mentalement, émotionnellement, il porte le poids de ces 13 années pour toujours. L'épilogue. Huang Ganzong décède en 2019, à l'âge de 60 ans. Une crise cardiaque soudaine. Il est enterré dans son village natal du Yunnan, près de ses parents. Dans son testament, il laisse une demande étrange. Qu'on dépose sur sa tombe 3 pierres. Une pour chacun de ses enfants vietnamiens. Et 2 fleurs. Une pour Lê Thi Binh, une pour Nguyen Thi An. Quelques semaines après ses funérailles, un jeune homme vietnamien franchit la frontière. Il se rend au village de Huang et demande où se trouve sa tombe. Les villageois, méfiants, lui demandent pourquoi. « C'était mon père », répond-il simplement. C'est l'un des fils de Huang, le plus âgé. Il est venu rendre un dernier hommage à l'homme qu'il n'a jamais vraiment connu, mais dont il porte le sang. Il reste 1 heure devant la tombe. Il ne pleure pas. Il reste juste là, silencieux. Puis il dépose une 4e pierre à côté des 3 autres, et il repart, sans un mot. Les villageois ne comprennent pas vraiment ce qui vient de se passer, mais ils voient dans les yeux de ce jeune homme la même tristesse profonde qu'ils ont vue pendant des années dans ceux de Huang. La guerre prend bien des formes. Parfois, elle se manifeste par des batailles sanglantes et des explosions. Mais parfois, elle se manifeste par des familles brisées, des vies détruites, des amours impossibles. L'histoire de Huang Ganzong est de celle-là. Réflexion historique. L'histoire de Huang Ganzong soulève des questions profondes sur la nature de la guerre, du choix et de la destinée. Peut-on vraiment parler de kidnapping? Oui, techniquement, Huang a été capturé contre son gré. Mais au fil des années, la situation a évolué vers quelque chose de plus complexe. Il aurait pu s'échapper plus tôt s'il l'avait vraiment voulu. Mais les enfants sont nés. Des liens se sont créés. Les 2 femmes vietnamiennes, Lê Thi Binh et Nguyen Thi An, sont-elles des victimes ou des coupables? Elles ont fui la guerre, refusé de continuer à tuer. Est-ce un acte de lâcheté ou de courage? Elles ont gardé Huang prisonnier, certes, mais elles lui ont aussi sauvé la vie à plusieurs reprises. Et Huang lui-même? Est-il un héros qui a survécu contre toute attente? Ou un homme qui a abandonné ses enfants pour retrouver le confort de sa vie d'avant? Il n'y a pas de réponse simple. C'est toute la complexité de la condition humaine face aux horreurs de la guerre. Les archives militaires chinoises mentionnent plus de 5000 soldats portés disparus pendant la guerre de 1979. Combien d'autres histoires extraordinaires se cachent derrière ces statistiques froides? Combien d'autres Huang Ganzong, avec leurs propres drames, leurs propres secrets, ne sont jamais rentrés?
La guerre sino-vietnamienne de 1979 est souvent décrite comme un conflit limité, presque une simple opération punitive. Mais pour ceux qui l'ont vécue, elle a été aussi dévastatrice que n'importe quelle autre guerre. Le témoignage de Wang nous rappelle une vérité essentielle. Derrière chaque soldat mort, chaque disparu, chaque réfugié, il y a une histoire humaine unique, complexe, souvent tragique. Si cette histoire vous a marqué, dites-le en commentaire. Pour plus de récits que l'histoire a tenté d'effacer, abonnez-vous à Historicus, car certaines vérités méritent d'être rappelées, même quand elles dérangent.